Je pense qu'on peut laisser la parole à Franck qui voulait nous parler un petit peu des autres nations qui vont entrer dans le conflit en 1915. Et oui, on a fait la première fois, on a fait un petit test, savoir qui rentrait en guerre en 14. Est-ce que vous vous rappelez de quelles sont les nations qui sont rentrées en 14 ou est-ce que vous devez aller écouter le podcast disponible sur la chaîne des CDR sur l'année en question? Bien vu. Moi, je Alors, vais considérer que vous savez évidemment qui normalement, sont bien sûr, les bien sûr. protagonistes ou vous voulez un petit état des lieux? Bah, vas-y, fais-nous un état des lieux quand même pour Ouais. les auditeurs au cas où ils tombent sur ce moment-là précis. Ça leur fera un petit résumé et ça leur donnera sans Alors, doute c'est pas que vous envie d'aller soyez voir le reste. spécialiste de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est pas trop ce que vous faites de votre vie du coup, mais voilà. Je vous juge très fort, sachez-le. La Première Guerre mondiale donc est déclenchée par l'attaque de l'Autriche-Hongrie contre la Serbie, suivie peu après par la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France et à la Russie. La Grande-Bretagne emboîte le pas au conflit en déclarant la guerre à l'Allemagne. Et ils vont être rejoints assez rapidement par le Japon et par l'Empire ottoman. Je ne compte pas techniquement la Belgique qui s'est fait envahir en déclaration de guerre au début, ou le Luxembourg qui n'a techniquement pas résisté. J'avais découvert ça de mon côté. Le Ok. Luxembourg en réalité n'est pas réellement en guerre parce qu'ils n'ont pas réellement résisté à l'invasion allemande, ce qui a d'ailleurs beaucoup provoqué de la colère des Belges. Donc, Ok. mais on en reparlera peut-être si on fait un épisode sur la fin de la Première Guerre mondiale. Avec plaisir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce sont les grandes puissances dans le conflit au début donc de celui. J'ai oublié bien sûr le Monténégro, qu'on oublie malheureusement souvent, qui déclare la guerre en soutien à la Serbie au début. Évidemment, ces nations elles ont leurs propres intérêts. Le Japon a, outre son alliance avec le Royaume-Uni, il a surtout l'ambition de s'établir un peu mieux dans le Pacifique et en Asie de manière générale et de s'emparer des colonies allemandes. L'Empire ottoman souhaite combattre l'Empire russe et espère gagner un minimum de marge de manœuvre par rapport aux puissances occidentales qui le pressent de toutes parts. Et, si possible, essayer de se sortir de problèmes internes conséquents. Mais ces puissances ne sont pas les seules qui sont disponibles. Il y a beaucoup de pays en Europe qui n'ont pour l'instant pas été envahis, dont certains sont menacés ou menacent leurs voisins. Et il y a pas mal de questions qui se posent sur qui rejoindra qui, puisque le conflit semble parti quand même pour durer un minimum. Donc la question c'est, est-ce que vous savez en 1915 précisément, quels sont les pays qui rejoignent l'un ou l'autre des parties du La premier conflit Bulgarie mondial? rejoint l'Allemagne, c'est ça? En 15? Bulgarie effectivement rejoint l'Allemagne en octobre 15, le 5 octobre pour être précis. Bah, l'Italie en 1915 rejoint les Oui, c'est ce Alliés. que j'allais dire. Est-ce que c'est pas son moment de L'Italie changement de camp, c'est ça, ouais. effectivement rejoint Et les Alliés l'Empire ottoman, en c'est aussi en début 1915? 15. Et non, l'Empire Non, seulement ottoman, en c'est fait, s'est rejoint dès dès 14 du 14, coup. Dès en fait. 14, ouais. Ok. Dès le départ. Ok. Oui, en fait, il y a un incident. L'un des bâtiments, en fait, les Britanniques vont mettre un terme à une commande de destroyers de mémoire ou de croiseurs à destination de l'Empire ottoman. Parce qu'ils ont besoin, là tout de suite, ils ont un besoin immédiat de navires neufs. Et en fait, les Allemands ont un croiseur qui est coincé en Méditerranée et qui est poursuivi par la Royal Navy et qui trouve refuge à Istanbul. En fait, l'astuce que les Allemands vont trouver, ça va être de donner le croiseur à l'Empire ottoman tout en laissant leur équipage à l'intérieur. Donc, tu me vois plus, hein, très clairement comme technique. Sauf que l'équipage en question va attaquer en mer Noire des bâtiments russes et ça va déclencher une suite d'événements et les pachas au pouvoir dans l'Empire ottoman vont décider de rejoindre l'Allemagne. Décision qui ne s'avérera pas particulièrement judicieuse, même si par rapport à d'autres puissances, l'Empire ottoman finalement réussira quand même un minimum à se défendre. Quand on voit le nombre d'adversaires, le nombre de fronts qu'ils ont à gérer, ils ont quand même réussi à se maintenir pendant assez longtemps dans le conflit, malgré leur faible puissance militaire, hein, puisque l'Empire ottoman en 1914 de mémoire n'a que 2 usines d'armement. Donc vraiment, on n'est pas sur une superpuissance. Hein.
Donc effectivement, vous avez cité, en fait, il n'y en a que 2 qui rejoignent en 1915. Des fois, on a un peu l'impression justement que tous le Japon, l'Empire ottoman, tout ça, ils rejoignent en 15, alors qu'en fait, ils sont là dès 14. Les 2 seules puissances qui rejoignent en 1915, ce sont donc l'Italie et la Bulgarie, vous l'avez dit, pour des raisons pas si éloignées que ça l'une de l'autre. Ok. Et ils seront, tout ce beau monde sera rejoint ensuite dans les années 1916-1917 par le Portugal, par la Chine aussi, qui a participé, on oublie souvent, mais qui a eu un impact aussi en France, directement en France Ok. métropolitaine. On l'oublie souvent, mais en fait, il y a plusieurs infrastructures maritimes, notamment en Bretagne et en Normandie, qui ont été construites par des milliers d'ouvriers chinois envoyés par Ok. la Chine en soutien aux puissances de l'entente. Ok. Ah, ça, je savais pas, tu En vois. 1915, ce sont donc l'Italie et la Bulgarie qui rejoignent. Alors, la grande question, c'est si vous aviez à choisir, là tout de suite, vous pouvez faire des promesses territoriales majeures à Ouais. un ou l'autre des 2 pays. Vous choisissez lequel. La C'est-à-dire qu'ils Bulgarie. ont tous les 2 des ambitions dans les Balkans, ils ont tous les 2 des ambitions qui sont en conflit avec la Serbie. Et vous pouvez faire pression sur la Serbie en leur disant bon bah va falloir accepter un peu moins, histoire de pas se retrouver dans la merde. Vous pouvez en choisir un des 2. Vous choisissez qui? Oh, la Bulgarie. C'est un Bulgarie, mon Léopold, les autres. Bah après, l'avantage des Italiens, c'est qu'ils peuvent occuper un peu les Autrichiens aussi. Ah, l'Italie, alors j'ai pas les noms, les tailles de population, je vais vous dire ça. De mémoire, l'écart de population, il est de 1 pour. Après, de mémoire, la Bulgarie est quand même un pays qui est très très peu peuplé. Hein. Oui. Ouais. C'est un pays qui est malgré tout qui est tout petit. Hein, Les guerres comparaison. balkaniques n'ont pas laissé de bons souvenirs là-bas, oui, effectivement. Même au-delà des guerres balkaniques, c'est vraiment quand même un pays qui est quand même assez petit, hein, Pas grand monde. faut le dire. Alors apparemment, ils sont sur 34 millions, les Italiens. Et en comparaison, la Bulgarie, c'est un peu plus compliqué d'avoir les chiffres en Bulgarie. Hein. Étrange. C'est pas surprenant. Mais oui, considérez que, en gros, il va y avoir 5 fois moins de gens faciles. Ça doit être un ratio qui est à peu près quelque chose comme ça. 34 millions, ça fait, ça fait 7 millions, donc ça doit être à peu près ça. Voire peut-être encore moins. En Et vrai 2009, que elle c'est comptait un tout 7 petit pays. millions en habitants. Donc, Ouais, donc voilà, on va compter plutôt même quasiment 10 fois moins. Allez, on va dire, il y a 10 fois moins d'habitants en Bulgarie. Donc Marc, t'as voté plutôt pour l'Italie, toi? Plutôt pour sa position géographique. Ouais, plutôt pour sa position géographique, ouais. Je pense. Est-ce qu'on a d'autres votes ou pas? Moi j'aurais dit pareil que Marc pour l'Italie parce que la proximité également de la Suisse qui va jouer tampon. Je trouve que la position stratégique est importante effectivement au vu de l'Italie. D'accord. Par rapport à la Suisse, pourquoi? Parce que je pas trop le... C'est quand même un pays qui va rester neutre dans le conflit et qui va du coup pouvoir envoyer beaucoup d'argent. Et donc quand on est voisins, on s'aime bien. On aime bien la Suisse généralement. C'est plus facile pour la Suisse d'envoyer des financements à l'Italie qui a effectivement une plus grande densité démographique qu'à la Hongrie également. Qui fait pour moi un point supplémentaire. Je m'habille sur l'Italie. Pour l'instant, j'ai 2 Italie, 1 Bulgarie. Oh, quel désamour par la Bulgarie. Et toi, t'aurais bien. choisi quoi alors? Et bien, personnellement, après ce qu'on évoquera tout à l'heure, personnellement, je suis du même avis que Léopold. La Bulgarie aurait été a posteriori, hein, si on regarde aujourd'hui avec ce qu'on sait, est un choix qui, à mon sens, est bien plus pertinent. Ok. C'est pas pour être désobligeant envers les Italiens. Ils ont l'habitude, les Italiens. Mais en fait, quand on regarde le nombre de soldats par rapport au nombre d'habitants, c'est absolument dérisoire. L'Italie, de mémoire, à la ligne 300 000 hommes sur une population de 34 millions d'habitants. Ce qui va d'ailleurs provoquer des défaites à répétition. De mémoire, au maximum, il monte à 600 000 soldats durant le conflit. Là où la France va en aligner 1,5 million, 2 millions. Alors que la différence de population n'est pas si gigantesque que ça. Et accessoirement, les Italiens ont des officiers absolument, pour être polis, farfelus, qui vont se lancer dans des batailles à travers les Alpes complètement perdues d'avance, notamment les fameuses batailles de l'Isonzo, une rivière à la frontière à l'époque entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie.
il va y en avoir 6 qui vont être systématiquement des massacres, notamment côté italien. Parce que, bizarrement, tenter de franchir une rivière en zone montagneuse, en attaque directe, sans soutien d'artillerie, face à des positions retranchées qui ressemblent un peu à la ligne Maginot, bizarrement, c'est pas une bonne idée, ça finit en massacre. En fait, paradoxalement, l'Italie, elle est coincée dans la péninsule italienne. Les troupes italiennes, elles sont coincées dans la péninsule italienne. À l'est, par les Alpes orientales, tenues par l'Autriche-Hongrie, qui, au vu de ses frontières, tient la quasi-totalité des passes. Et à l'ouest, c'est un peu la même chose pour la France, qui tient la majorité des passages de col dans les Alpes occidentales. Donc en fait, l'Italie, avec une armée bien plus faible que ce qu'elle ferait normalement, ce qu'elle devrait normalement être capable de fournir, avec des officiers particulièrement incompétents, du matériel aussi de piètre qualité, il faut le dire, hein, pour avoir vu passer notamment des pistolets italiens de l'époque, c'est une catastrophe au niveau mécanique. T'as presque plus de chance de tuer l'officier austro-hongrois en lui jetant le pistolet à la tête qu'en lui tirant dessus. Et j'exagère à peine, hein. Vraiment, les pistolets en question, c'est des calibres qui sont... Ils ont des calibres de mémoire. Il y en a un, c'est un calibre 5, ou un calibre 6. Ce qui fait qu'en fait, la balle ne tue même pas la personne en face. À moins de toucher le cœur, la balle ne fait pas son travail et ne tue pas le mec en face. Donc, d'un point de vue pacifiste, ça peut être bien, hein. Mais si tu veux gagner dans un conflit mondial, c'est pas terrible. Il y a plein de déboires comme ça que l'Italie va connaître. On en avait parlé, je crois, un petit peu la fois d'avant, les mitrailleuses françaises qui avaient des problèmes de surchauffe et de taraillement. C'est le problème x10 chez les Italiens. Leurs matériels sont encore plus pourraves. Donc autant vous dire que l'Italie, à travers le conflit, elle va pas avoir une... comment dirais-je, des exploits militaires absolument délirants. En fait, même en 1918, les troupes françaises on est obligé de rediriger plusieurs divisions françaises en Italie, puisque les Austro-Hongrois vont faire une percée autour de Venise et menacer de faire effondrer la totalité du front italien. Et ce seront des troupes françaises et américaines qui vont être obligées d'être dépêchées en toute urgence sur place pour sauver la situation. A l'inverse, la Bulgarie, 10 fois plus petite et pourrait s'attendre finalement 10 fois plus faible, en fait elle affiche une armée qui est presque indécente en termes de taille par rapport à ses voisins. De mémoire, pareil, elle a aligné quasiment 200 et un peu plus de 200 000 soldats. Et si vous faites le comparatif avec l'Italie qui en a mis 600 000, si tu veux, c'est... Ils ont 3 fois moins de troupes pour 10 fois moins de population, ce qui fait un ratio de 3 fois plus par habitant. Donc forcément, on ne joue pas dans le même rapport de force. Accessoirement, les officiers bulgares sont quand même un peu plus compétents. Et surtout, ils ont eux aussi une position stratégique majeure. En fait, l'entrée en guerre de la Bulgarie va faire capituler, va faire s'effondrer le front serbe, qui jusque-là avait résisté vaillamment aux assauts des Austro-Hongrois. Et eux qui vont... Enfin, c'est quand même en bonne partie parce que les Bulgares vont intervenir, que le front va complètement s'effondrer et que les Serbes vont devoir se résoudre à des actes de guérilla depuis l'Albanie, en partie occupée, et pas beaucoup plus. De la même manière, l'entrée en guerre de la Roumanie en 1916 est quasiment instantanément bousculée par la poussée bulgare. Là, bon, après, les Roumains ont pas été... l'état-major roumain n'a pas été particulièrement brillant. Ils se sont dit, ouais, mais non, t'inquiète, on se concentre sur les Austro-Hongrois, jamais les Bulgares ils vont passer. Ignorer son adversaire n'est pas vraiment une tactique et une stratégie très pertinente, vous vous en doutez. Hein. Ce qui fait que d'ailleurs la Roumanie va quasiment s'effondrer et même signer d'ailleurs un armistice en 1918 avant de revenir in extremis dans le conflit à la fin. Et les Bulgares vont même pousser contre les Grecs pendant plusieurs années, hein, pendant près de 2 ans. Et c'est finalement le corps expéditionnaire français envoyé pour soutenir les Grecs qui finira par percer la ligne de front en Macédoine entre la Grèce et la Bulgarie. Fera capituler d'ailleurs la Bulgarie dans une magnifique tirs de cavalerie lancée sur plus de 200 km. Je vous invite à regarder le petit théâtre des opérations d'un odieux connard. Un de ses premiers épisodes qui est très rigolo, très fameux. Et qui va faire effet boule de neige puisque la Bulgarie s'effondrant, l'Empire ottoman et les Austro-Hongrois se retrouvent pris de côté
et les deux vont s'effondrer, entraînant juste après l'effondrement de l'Allemagne. Donc un front qui est quand même complètement oublié, hein, le front des Balkans, alors que pourtant c'est de là que va se déverrouiller la fin de la Première Guerre mondiale. Donc personnellement, comme Léopold, si a posteriori, en ayant bien sûr toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, on me laissait le choix, et j'aurais sacrément plus misé sur la Bulgarie. Après, il y a aussi des raisons logiques pour lesquelles les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Déjà, l'Italie avait peu de raisons de se battre aux côtés de l'Allemagne. Déjà parce qu'ils détestent les autres Hongrois, qui sont à l'origine du conflit. Et en plus de ça, les revendications italiennes sur des territoires français sont assez faibles et contestées. Dans le sens où elles revendiquent en partie Nice et la Savoie sur le continent. Et ce sont des territoires qui sont largement devenus francophones, notamment la Savoie, hein, bien sûr, mais Nice également. Après, malheureusement, quelques massacres d'Italiens à la fin du 19e siècle, un événement sur lequel on reviendra peut-être un jour, mais il faut noter quand même. Donc, c'est des territoires qui sont, 1915, relativement francophones. La Corse, qui, à cette période-là, n'a pas vraiment envie de rejoindre l'Italie. Et la Tunisie, une colonie / un mandat français, que les Italiens aimeraient bien posséder parce que ça leur permettrait de contrôler les deux rives d'accès de la mer Méditerranée entre la Méditerranée occidentale et orientale. Et c'est précisément pour ça que quasiment aucune autre puissance ne veut leur accorder. De l'autre côté, l'Italie peut revendiquer tout le Trentin et les Basses-Alpes sur l'Autriche-Hongrie, ainsi que l'Istrie, avec la ville de Trieste, mais aussi toute la côte dalmate, une ancienne possession vénitienne que les Austro-Hongrois avaient récupérée à la fin des guerres napoléoniennes. Là, plus de l'influence sur le Monténégro, sur l'Albanie. Là, évidemment, ça donne un petit peu plus d'appétit aux Italiens, hein, des territoires partiellement ou entièrement peuplés d'Italophones sur des territoires déjà possédés par une puissance ancienne, la puissance vénitienne ancienne dans la région. Forcément, ça donne un petit peu plus envie. Bon, accessoirement, il y a aussi le fait que les puissances navales françaises et britanniques sont complètement écrasantes pour le monde à ce moment-là. Hein. C'est quelque chose qu'on visualise peut-être un peu moins bien aujourd'hui, mais la puissance maritime britannique à l'époque, c'est un peu comme la puissance maritime américaine aujourd'hui. Ils ont des adversaires qui sont capables de jouer sur d'autres tableaux, mais sur celui-là, c'est quand même relativement compliqué. Donc pour l'Italie, finalement, rejoindre les puissances de l'entente n'est pas si incompréhensible que ça. D'autant qu'en plus, leur alliance avec l'Allemagne est en fait une alliance défensive. Ils ont signé un peu bon gré mal gré, parce qu'ils détestent l'Autriche-Hongrie. En fait, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Hein. Les autres Hongrois et les Italiens se détestent maintenant depuis quasiment un siècle. Donc, ils sont pas particulièrement pressés d'aller les défendre, quoi. La Bulgarie, quant à elle, elle est dans une situation un peu particulière, puisque les deux camps lui proposent des choses similaires, mais pas dans les mêmes extensions. Les puissances de l'entente essayent de pousser la Serbie à donner une partie de la Macédoine du Nord, peuplée de populations qui parlent une langue. Alors c'est un peu difficile à dire parce que le problème c'est que quand on parle des Balkans et qu'on parle de nationalisme, ça devient toujours très compliqué. Mais la Macédoine du Nord parle une langue très proche, voire quasi identique en fonction de à qui vous le dites, à qui vous en discutez, du bulgare. Et les Bulgares ne voient la Macédoine du Nord que comme une extension de la Bulgarie. Les puissances de l'entente essayent donc de pousser la Serbie à laisser ce territoire-là en échange potentiellement de beaucoup plus de gains au nord, en Bosnie, en Croatie, face à l'Autriche-Hongrie. Le problème, c'est que les Serbes ne veulent pas lâcher la moindre miette. De la même manière, les Grecs qui, avec les Serbes, ont vaincu la Bulgarie 2 ans plus tôt en 1913, lors de la deuxième guerre balkanique, ont emparé de plusieurs territoires, notamment le port de Kavala, que la Bulgarie considère comme étant stratégique. Et que les Grecs n'ont pas envie de lâcher, du coup. L'Empire ottoman, quant à lui, pourrait laisser à la Bulgarie la ville d'Andrinovsk, en Thrace orientale. Donc aujourd'hui, la partie, pour que vous visualisiez, c'est ce qui reste de Turquie en Europe, sur le continent européen. Excepté la ville de Constantinople à l'époque, qui, elle, est déjà promise à la Russie.
De l'autre côté, les Allemands et les Austro-Hongrois vont faire plus simple, ils vont donner un crayon aux Bulgares et dire allez-y, dessinez-moi ce que vous voulez, c'est d'accord. C'est-à-dire toute la Macédoine, tout le Dobrouj face à la Roumanie si jamais elle devait rentrer en guerre. Bref, tout ce qui n'est pas de l'Empire ottoman, ils peuvent se servir. C'est des Bulgares, des Serbes, des Roumains, on s'en fout, tu prends, c'est cadeau. On peut se dire en voyant ça que bon, c'est plutôt logique que la Bulgarie ait choisi les puissances centrales. Surtout que quand elles rejoignent le conflit en octobre, les Allemands ont fait une grande poussée face aux Russes et on pourrait se dire que le conflit va plutôt dans le sens des puissances centrales. Qui à ce moment-là, on le rappelle, occupent le nord de la France, ont vaincu les Russes en Pologne et en Lituanie, et se dire ça va peut-être dans le bon sens. Mais dans le fond, est-ce que c'est stratégiquement si vrai? Déjà, parce que, encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais la puissance maritime britannique fait que, au niveau commercial, les puissances occidentales sont bien plus résilientes que les puissances centrales. Et seule la Russie se retrouve avec des problèmes économiques aussi catastrophiques que ceux de l'Allemagne. En plus de ça, il faut bien voir que même si les Bulgares s'emparent de plein de territoires partout, ils vont se retrouver avec des voisins qui les haïssent ad vitam aeternam. Au final, d'ailleurs, cette entrée en guerre va, entre guillemets, faire plus de pertes qu'autre chose pour la Bulgarie, puisque ils finiront à la fin du conflit par perdre la trace occidentale, donc leur accès à la Méditerranée. Et c'est aujourd'hui le territoire qui correspond à peu près à la bande de terre que la Grèce possède. Il l'amène jusqu'à avoir une frontière à la Turquie, si vous voyez à peu près la carte dans votre tête. Ça, plus quelques petits territoires qu'elle perd face à la Serbie. Elle s'en sort d'ailleurs relativement pas trop mal à la sortie du conflit par rapport à ce qu'elle aurait pu subir, surtout si les plus expansionnistes de ses voisins avaient eu leur mot à dire. Mais du coup, un choix stratégique qui s'est révélé peu payant pour la Bulgarie et techniquement aussi d'ailleurs pour l'Italie. Que ces performances douteuses sur le champ de bataille font que lors des négociations de paix à Paris, les puissances occidentales vont finalement plus ou moins un peu ignorer, vont donner vraiment le strict minimum à l'Italie en leur disant déjà sois content, c'est un trophée de participation, c'est bien. Ce qui ne va évidemment absolument pas jouer sur la frustration italienne et la montée du fascisme. Ok. Donc voilà, deux pays qui rentrent en guerre. Et finalement, pour l'entente, ça aurait été plus... personnellement, voilà, c'est ma hot take du jour. Pour l'entente, ça aurait été carrément plus utile de s'allier avec les Bulgares. D'aller chercher les Bulgares et de juste obtenir la neutralité italienne. Ça aurait été beaucoup plus fort. Parce que vu comment les Italiens ont galéré face aux Austro-Hongrois qui étaient déjà pas fameux, ils auraient jamais passé les Alpes françaises. Hein. Eh ben, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces infos, Franck, c'était très intéressant. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.